Dans Punchline était Michel Fayad est avec nous, Mathieu Hoc, Louis de Ragnel et Reda Bellage. Bonsoir messieurs. Alors vous l'entendiez, l'information ce soir, ce sont ces deux pompiers qui sont morts à Mérignac, près de Bordeaux, en tentant d'éteindre un feu. On entendra dans quelques instants Éric Brocardi, si vous nous rejoignez. C'est le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et il réagissait il y a quelques instants sur CNews. Mais avant, on va revenir sur cette information absolument hallucinante qui révèle une nouvelle fois une étape franchie vers la mexicanisation de la France. Le maire d'Alès a été exfiltré de chez lui par le RAID cette nuit face aux menaces de cette fameuse DZ Mafia. Le RAID préparé à ce type de mission, on le savait, mais pas dans un pays comme la France, dans des pays en guerre. Alors c'est sans aucun doute un tournant. Rappelons que le maire d'Alès, il a été déjà menacé jeudi dernier. On va regarder le sujet de François Tiskevitch. On le regardera plus tard, d'ailleurs, puisque nous allons d'abord accueillir Vincent Ergotte. Il est délégué national Alliance Police Raid BRI Déminage. Il est en liaison avec nous. Vincent Ergotte, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, l'exfiltration nocturne d'un maire par une unité du RAID après des menaces signées DZ Mafia, c'est totalement inédit. Est-ce que pour vous, c'est un nouveau palier clairement franchi face aux narcotrafiquants ? Bonsoir. Alors un palier, oui, c'est un palier, mais en fait, on a déjà bien atteint le sommet. On a atteint le sommet il y a fort longtemps. En fait, vous décrivez systématiquement des étapes qui nous font arriver à une situation de narco-État. Vous parlez de mexicanisation. Moi, je suis désolé, je pense qu'on y est déjà. Le RAID, effectivement, est un service qui est particulièrement bien formé et dont la mission sera effectivement d'exfiltrer des autorités pour les mettre en sécurité. Donc là, ça s'est fait de nuit à Alès parce que le maire était menacé. Nos collègues de la DGSI avaient établi qu'il y avait le danger d'un véhicule explosif. Euh, pour attenter à sa vie. Mais non, c'est pas des étapes vers la mexicanisation. C'est la mexicanisation, elle est là, l'État, l'économie du narcotrafic, elle est factuellement établie. On est au quotidien sur des exactions de ces bandes qui sont factuellement établies. Vous avez une DZ qui se qualifie de NG, mais vous avez aussi un cartel à Jalisco qui s'appelle CJNJ. NG, vous avez un narratif, vous avez tout un visuel qui est repris par ces mafias qui s'apparentent et qui souhaitent s'apparenter au cartel mexicain. Moi, je tiens à dire juste une chose, c'est que ça fait 30 ans que je suis flic. J'ai vu la violence augmenter à chaque instant. Je ne l'ai jamais vu baisser. Et je pense que Reda, qui est sur votre plateau, ne dira pas le contraire. On a été témoin de l'exacerbation de cette violence. Ce à quoi on a répondu par quoi? Rien. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces jeunes? Ils vont jusqu'où on les arrêtera. Et pour l'instant, l'intention n'est pas de les arrêter. Alors en tout cas, pour revenir sur cette exfiltration, puisqu'on va continuer à en parler, exfiltration de nuit, comment est-ce que ça se passe en général? Puisqu'il peut y avoir une interrogation, on se dit en tout cas que cela révèle la gravité de la situation. Parce que pourquoi la DGSI n'appelle pas directement le commissariat, dépêche une patrouille ou la BAC pour exfiltrer, faire sortir le maire? Pourquoi on envoie le RAID? Ça montre que la situation était particulièrement dangereuse. Parce qu'il fallait déjà, les collègues avaient largement verrouillé, les collègues de la sécurité publique avaient largement verrouillé le périmètre. Les collègues du RAID ont pris en charge la victime, entre guillemets, et l'ont exfiltré jusqu'à un endroit tenu secret pour qu'il soit protégé. Et ensuite, sa protection sera très probablement, à l'instar de notre ami marseillais, dont j'ai oublié le nom, protégé par le SDLP. Kessassi, merci. Oui, voilà. Kessassi. Donc, il sera très probablement protégé par le SDLP en suivant. Pour l'instant, la mission est assurée par le RAID parce que c'était ni plus ni moins qu'une mission d'exfiltration et de prise en charge. C'est dans les prérogatives du RAID de le faire. Maintenant, les collègues de la sécurité publique ont assuré un périmètre de sécurité tout autour. On fait le job, mais dans la police, chacun a son métier. Et en l'occurrence, cela n'enlève rien la gloire de mes collègues qui ont fait le job en sécurité publique pour assurer la sécurité du périmètre.
Bon, on parlait de la DZ Mafia il y a encore quelques années comme étant un organisme criminel qui était basé et qui agissait surtout à Marseille. Là, on parle maintenant d'Alès, d'autres villes moyennes du Sud aussi. On voit qu'il y a une expansion de tentacules de cette pieuvre. Est-ce que les unités d'élite, comme le GIGN, comme le RAID, bien évidemment que vous représentez, aujourd'hui se sont adaptés, travaillent différemment, sont obligés de faire évoluer leur mode opératoire par rapport à ces nouvelles organisations criminelles? Le RAID a toujours été habitué à travailler avec le haut du spectre de la criminalité, que ce soit en matière de terrorisme, que ce soit en matière de grand banditisme. Ils sont rompus à l'exercice de la mission quand il s'agit de travailler sur le haut du spectre. Le haut du spectre, c'est quoi? C'est des gens dangereux. Factuellement, c'est des gens qui sont prêts à en découdre, et c'est des gens qui finalement sont prêts à tout. Le problème, c'est là où se trouve maintenant le curseur du grand banditisme. Parce qu'avant, on disait que c'était des gens armés, c'était des gens qui étaient prêts à en découdre, c'est des gens qui étaient professionnalisés dans l'action criminelle. Sauf que maintenant, vous avez toute une bande de jeunes DZ, NG, nouvelle génération. Vous imaginez qu'ils ont quel âge? En fait, c'est des gens qui sont complètement désinhibés quant à la chose de la violence, quant à la chose des actions, des exactions ultra-violentes. Et j'ai envie de vous dire que le RAID va avoir bien du mal à répondre au volume de la violence qui nous attend à très très court terme, puisque de toute façon, ce niveau de gradation de la violence qui normalement concerne le RAID, puisque haut du spectre du moyen de lutte contre le grand banditisme ou le terrorisme, ou de toute façon haut du spectre des moyens de lutte, mais en fait, ça va se généraliser et ça se généralise déjà. Moi, mes copains qui sont en sécurité publique sont confrontés au quotidien à des niveaux de violence dont vous n'avez pas conscience. C'est absolument incroyable. Chez moi, que j'ai commencé dans la boîte il y a 30 ans, on disait déjà, bon, les gamins, la nouvelle génération, ils sont un peu fous, ils ont moins de limites que les frangins, mais vous vous rendez pas compte du niveau de désinhibition de ces gamins. J'irai ça, vous rajoutez tous ces sujets dont vous faites pléthore de sujets en permanence sur les médias, que sont les jeux vidéo, la violence, tout ce qui s'exacerbe à la télé. Mais mettez-vous dans la tête d'un gosse de 17 ans qui gagne 1000 balles par jour dans un quartier. C'est quoi son mindset? Vous imaginez que ce gamin-là, vous allez pouvoir lui expliquer qu'un jour, il va falloir faire un travail de plombier et puis revenir à 1500 balles par mois? Non, en fait, ce sont des gens qui sont dans un univers qui n'est plus le nôtre. Et ce que je regrette, c'est que même encore chez vous, vous savez, ce matin, j'entendais Johan Usaï, que j'aime beaucoup d'ailleurs au demeurant, mais qui disait non, on n'en est pas encore là, la mexicanisation. Alors moi, peut-être que je serai le Cassandre de ce sujet-là, je m'en fous. Il faut vous rendre compte que nous y sommes. Nous y sommes. Et ce n'est pas les déplacements du ministre, c'est la réponse pénale. En fait, en France, on soigne le cancer avec du Doliprane. On parle de mexicanisation, mais au moins, eux, ils essayent de mettre en place une chimiothérapie pour les soigner. Nous, on fait du Doliprane. Vous vous rendez pas compte du niveau de dichotomie qu'il y a entre la réponse, les moyens qu'on donne aux policiers et la réalité du terrain. Je pense que Reda ne me dira pas le contraire. Merci Vincent Ergotte, le coup de gueule donc de Vincent Ergotte et je dirais même le cri d'alerte, le cri d'alarme. Et quand effectivement Johan Usaï dit que nous ne sommes pas encore dans une mexicanisation, c'est le cas parce que, comment dirais-je, il n'y a pas non plus ce niveau de corruption que l'on peut trouver aujourd'hui au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais si rien n'est fait, alors sans aucun doute, Reda Bellage, nous y arriverons. Là, on vous entendait en début d'émission, pour ceux qui nous rejoignent sur CNews et sur Europe 1, on entendait votre cri d'alarme, votre cri de colère. La même chose chez votre confrère ce soir, après cette information majeure, donc l'exfiltration du maire d'Alès. Vous êtes aussi pessimiste que Vincent Ergotte? Oui, alors pour la petite, enfin, pour réveiller les mémoires, le 8 février 2025 au matin, un policier du RAID qui était en civil et qui était en surveillance sur des trafiquants de migrants avait été blessé et avait abattu un individu. Donc, et là, on n'est pas sur du narcotrafic. Hein. On est sur bon, c'est grave aussi, mais c'est du trafic d'êtres humains. Voilà, c'est une filière de passeurs, de trafic d'êtres humains. Et en fait, les gars n'ont plus peur. Parce que je pense qu'au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils risquent très peu, malgré les conséquences sont moindres, en fait. Et
je vous dis, c'est une question de message. Moi, je trouve que c'est une bonne chose aujourd'hui de faire appel au RAID. J'espère qu'on ne va pas avoir à le faire à chaque fois, ce que je dis, parce que ça, il faut faire très attention. Aujourd'hui, la police, elle arrive à complètement saturation. Aujourd'hui, des collègues de voie publique, c'est des missions qu'ils ne peuvent plus faire, puisque aujourd'hui, faut savoir que moi, je suis originaire de la région parisienne. Ça fait 28 ans aussi que je suis dans la police, 28 ans que j'ai travaillé en Île-de-France. La DZ Mafia est en Île-de-France aussi. Oui, c'est ça. Parce que tout à l'heure, je vous entends parler. Mais à l'Est, Marseille, à l'Est, partout, et même peut-être en Bretagne, Rennes, exactement. 1h30 d'attaque. Vincent Ergotte, et les Fenech 38 à Grenoble. Et Fenech 38 à Grenoble. Vincent Ergotte, je vous vois, vous souhaitiez réagir. Oui, vous expliquez que nous ne serions pas dans un narco-État pour la première raison qui serait celle de la corruption. Je ne pense pas que ce soit la principale des variables qui pourrait nous définir comme étant un narco-État. Narco-État, c'est d'abord et avant tout une économie. Cette économie, je pense qu'elle est factuellement établie comme étant le principal source de revenus, en tout cas à ce niveau de revenus, dans ces fameux quartiers défavorisés que l'on qualifiera comme on veut. Concernant ce que disait Reda, et je remercie Reda d'avoir cité notre copain du RAID qui a été blessé très récemment. Deux choses, je voudrais souligner, et d'une part, parce que c'est un dossier que je connais très bien, le mépris factuel avec lequel l'administration a traité ce dossier. Collègue blessé en service, collègue qui se verra remercié à la hauteur de ce qu'aurait pu obtenir un collègue dont j'ai défendu le dossier aussi il y a quelque temps pour une fracture d'un tibia péroné. Donc ça dit aussi l'évolution du mépris quant à l'engagement de mes copains du RAID. Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 ans, pour un tibia péroné, j'ai obtenu une distinction de l'administration. 3 ans après, pour une blessure par balle dans la cuisse, dans un contexte que Reda a parfaitement décrit, j'obtiens la même chose. Donc déjà, l'administration ne nous considère pas au juste niveau de notre engagement. Et je tiens à rajouter que concernant la définition du narco-État, je m'inscris en faux quant au simple fait que cela serait la corruption qui serait la variable. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'il n'y a pas des dossiers tous les jours quant à la corruption que la corruption, il n'y en a pas. Je pense qu'il y en a déjà suffisamment et bien trop qui sortent. Et dites-vous juste une chose, c'est que ces gens ont une puissance de frappe d'un point de vue financier que certainement pas la police n'aura demain, parce que la police est méprisée dans ses moyens, méprisée dans sa considération et n'est absolument pas considérée comme le moyen de répondre à cette flambée de violence. Et eux, par contre, ils ont des moyens. Ils ont largement les moyens que nous n'avons pas. Vincent Ergotte, si on vous donne les moyens, si on vous dit vous avez carte blanche pour aller lutter contre ces narcotrafiquants, vous y allez, on vous donne 100 jours, est-ce que vous auriez les moyens, le savoir-faire, au fond, en vous disant le politique dit on vous soutient, allez-y, est-ce que en France nous sommes capables d'éradiquer ces mafias, ces narcotrafiquants ? Évidemment, vous imaginez quoi, que la police, parce que nos politiques sont hypogonadiques, parce que nos politiques sont manque de courage, vous imaginez que la police n'en a pas, vous imaginez que les copains du RAID, les copains de la BRI, les copains du déminage, les copains de la sécurité publique et tous les services qui sont spécialisés dans la lutte contre la délinquance de petite ou de haut ou du bas du spectre sont pas capables d'endiguer la violence en France? Mais bien sûr que si. C'est pas nous le problème. Donc c'est une volonté politique. Il faut une volonté politique. Mais monsieur Fabien Vandelmelric, il y a quelque temps, avait dit que le problème de la police, c'était la justice. Mais le problème de la police, c'est le manque de courage. Le problème des Français, c'est cette espèce de narratif que l'on nous rabat depuis des années, qui est quasiment l'héritage 68 heures de dire il est interdit d'interdire. Et puis, oh, les pauvres gamins, qu'est-ce qu'ils ont subi dans leur vie? Et il faudrait maintenant accepter qu'ils puissent... je ne reviendrai pas sur le gamin, là, Hamza, là, mais vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit? Mais moi, je vous réponds, oui, demain, et moi je vous le dis, et à la limite, je peux y mettre tout ce que j'ai de plus cher. Demain, laissez-nous 6 mois, laissez-nous une politique avec du courage, laissez-nous la possibilité de travailler, et je ne pense pas non plus que mon collègue Reda me dira que nous ne serions pas capables de le faire, parce que ça voudrait dire que ce sont nous les incapables. Ce n'est pas nous les incapables. Les incapables dans le domaine de lutte contre le haut du spectre comme du bas du spectre, ce n'est pas la police, les incapables. Les incapables, ce sont les gens pour lesquels on travaille à l'instant T. Et je ne parle pas des Français, je parle de nos donneurs d'ordre et je parle du cadre législatif dans lequel on nous oblige à travailler.
Vincent Ergotte, nous devons marquer une pause. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur CNews et sur Europe 1 pour cette première partie d'émission, puisqu'avec Reda Bellach, je vais vous dire une chose, Reda, ça fait du bien de vous entendre. Ça fait du bien de vous entendre poser les mots, dire la vérité et pousser des coups de gueule. Parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs à qui ça fait du bien de vous entendre aussi mettre les pieds dans le plat, si je puis dire, Reda Bellach. Oui, vous savez, moi, on m'a reproché une fois d'avoir fait une phrase sur votre plateau en disant si, donnez-nous le feu vert, on fera le ménage. J'ai pris la foudre, je ne dirais pas par qui, mais ça n'a pas plu du tout. Mais je pense qu'à un moment, faut dire les mots. Maintenant, il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que moi, j'ai vu des scènes, je sais que souvent je dis je ne fais pas de politique, mais j'ai vu des scènes à l'Assemblée nationale récemment quand on a décidé de donner un outil de protection aux policiers, où j'ai vu des gens crier, je ne sais pas quel terme aussi il faut utiliser, donc je vais rester correct, crier dans l'hémicycle. Moi, on n'a pas invité des policiers pour venir à l'hémicycle. Hein. On a invité d'autres personnes, je ne sais pas, on les a laissés rentrer, on les a laissés foutre le bordel, parce qu'en France, c'est devenu comme ça, en fait. C'est-à-dire que nous, les policiers, on a fait ce métier pour protéger les gens. Et il y en a qui disent que la police tue, il y en a qui disent que la police a fait du contrôle aux faciès, mais parce qu'en fait, on est en train de créer un monde de losers. Moi, je suis d'origine marocaine, je suis né marocain, je suis français et fier de l'être, je suis mat de peau. Oui, moi aussi, je me faisais contrôler plusieurs fois par jour par des gens, mais parce que vous prenez pour ceux qui foutent le bordel. C'est comme ça, en fait. Et à un moment, dans la vie, soit vous avancez et vous donnez un autre exemple à vos enfants. Vous dites que la vie, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile pour tout le monde aujourd'hui. Elle n'est pas facile pour les agriculteurs. Elle n'est pas facile pour les chauffeurs routiers. Elle n'est pas facile pour les pompiers, pour les infirmières. La vie n'est pas facile. C'est pas parce que tu es blanc, parce que tu es noir, c'est plus dur. Oui, c'est pas forcément, on ne voit pas peut-être de la même façon, mais la France, elle a évolué. Aujourd'hui, la police, elle est magnifique. Elle a l'image de sa société. Il y a des blacks, il y a des blancs, il y a des bleurs. Et en fait, on vit dans la peur, on vit dans le... Moi, je suis à peu près d'accord avec ce qu'a dit le collègue, mais après, je ne peux pas laisser aussi... On a quand même peur chez nous, parce qu'on est ultra surveillé. Tout à l'heure, il y a une collègue qui s'est exprimée. Aujourd'hui, un policier, il ne peut même pas s'exprimer sur ses conditions de travail. Il est obligé de passer par son délégué syndical.